L'offensive de printemps de Poutine ne se déroule pas comme prévu, et c'est un euphémisme. Ce qui devait être la dernière offensive russe pour prendre le Donbass a pris une tournure très différente. L'Ukraine reprend tout. C'est la dérussification en action. Et ce n'est pas la Russie qui mène la dernière offensive, c'est l'Ukraine. La libération totale de la nation ukrainienne a commencé, et Poutine n'est pas prêt pour l'offensive totale qui s'annonce contre lui. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Début mars a marqué le début de la grande offensive russe, que Poutine avait conçue spécifiquement pour faire tomber enfin les dernières localités résistantes de Louhansk, et plus important encore, pour anéantir la ceinture fortifiée de Donetsk, qui empêche la Russie de prendre le contrôle total du Donbass. La Russie a massé des dizaines de milliers de soldats. Poutine affirmait avoir des réserves. Toute la propagande russe annonçait la chute inévitable de l'une des régions ukrainiennes les plus importantes. Si vous écoutez Poutine, vous penseriez que l'effondrement du Donbass est inévitable. Ce n'est pas le cas. Malgré les fanfaronnades de Poutine, l'offensive de printemps de la Russie a été un désastre total qui produit exactement l'effet inverse de ce pourquoi elle avait été conçue. Ce n'est pas la Russie qui gagne du territoire, c'est l'Ukraine qui libère de vastes étendues de terre. Les chiffres d'avril sont catastrophiques pour Poutine. En avril 2026, la Russie a enregistré sa première perte nette de territoire depuis août 2024. Ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront qu'en août 2024, l'Ukraine a lancé sa contre-offensive fulgurante dans la région de Koursk, en Russie, au cours de laquelle elle a pris le contrôle de plus de 1000 km², soit environ 386 miles² du territoire russe. Ce que nous voyons n'est pas aussi spectaculaire par le nombre de lieux attaqués par l'Ukraine, mais c'est crucial. Pourquoi ? Plutôt que de contrôler le territoire russe, l'Ukraine libère le sien de façon impressionnante. En avril, l'Ukraine a surpassé la Russie en reprenant 116 km², soit 44,7 miles² de territoire. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, l'offensive de printemps russe a évolué en une situation où les forces de Poutine font face à toute une série de dynamiques négatives sur le champ de bataille qui les entraînent dans une spirale descendante. Cela ne sort pas de nulle part. Le mois de mars n'a pas été beaucoup mieux pour les Russes. Le mois où l'offensive de printemps a commencé, la Russie a réalisé presque aucun gain net au cours de 31 jours de combat. L'ISW rapporte que la Russie n'a réussi à prendre que 23 km², soit 8,9 miles² de l'Ukraine en mars, et il semble probable qu'elle ait perdu tout ce territoire et plus encore en avril. Ce que nous voyons ici, c'est un revirement complet du rythme opérationnel qui se produit au pire moment possible pour Poutine. Comparez les chiffres d'aujourd'hui à ceux de 2025. Selon le Kiev Post, les forces russes capturaient environ 12,9 km², soit environ 5 miles² de l'Ukraine chaque jour, en mars 2025. Ainsi, 2 jours de combats en mars 2025 auraient permis à la Russie de gagner plus de territoire qu'un mois entier de combats en mars 2026. Ce n'est pas bon pour Poutine. Et maintenant que nous voyons la Russie subir une perte nette de territoire en avril, il est clair que la dynamique est en train de changer. La dérussification de l'Ukraine se produit désormais à un rythme d'environ 3,87 km², soit 1,5 miles² chaque jour, selon le Kyiv Post. Comment diable cela a-t-il pu arriver ? Le printemps devait marquer le début de la victoire inévitable de la Russie. La situation actuelle a surpris tout le monde sauf l'Ukraine, qui s'y préparait depuis le début. L'ingéniosité ukrainienne et l'incompétence russe expliquent les résultats surprenants de l'Ukraine, que nous analyserons. Mais abordons d'abord les pertes russes. Elles sont stupéfiantes. Nous connaissons déjà les chiffres de le mois de mars catastrophique pour la Russie, qui ont battu des records selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Poutine a sacrifié 35 351 de ses soldats pour pratiquement aucun gain en mars, ce qui représentait plus de 350 soldats par jour. C'est plus que les 35 000 pertes subies en décembre 2025, qui détenaient auparavant le pire bilan de la Russie dans la guerre en Ukraine. Les chiffres d'avril ne sont pas encore disponibles, l'Ukraine les comptabilise toujours. Mais si l'on se fie au 29 avril, on va probablement voir quelque chose de similaire, alors que la Russie enregistre sa première perte nette de territoire depuis 2024. Le 29 avril, la Russie a perdu 1470 de ses soldats, selon le ministère de la Défense ukrainien. Multipliez ce chiffre par 30, et vous obtenez un total mensuel de 44 100. La situation ne fait qu'empirer pour Poutine. Son offensive de printemps a presque échoué avant de débuter, au bénéfice de l'Ukraine.
Selon le Kiev Post, en mars, l'Ukraine a libéré près de 50 km², soit 20 miles² de son territoire. Les gains réalisés en février et à la fin janvier s'élevaient à 480 km², soit 185 miles². Ajoutez le gain net d'avril et l'Ukraine apparaît en position de force. Il ne s'agit pas de l'Ukraine reprenant de simples terres agricoles désertes ou des territoires insignifiants. La contre-offensive ukrainienne est mesurée, précise, et elle vise des points clés qui perturbent la logistique et les manœuvres russes sur l'ensemble du front. Le résultat de l'Ukraine en avril 2026 n'était pas un cas isolé. Cela fait partie d'un schéma qui a défini toute l'année. La Russie se vante, mais c'est l'Ukraine qui est à l'origine de toutes les évolutions positives sur le champ de bataille. L'Ukraine mène une offensive totale qui détruit tous les plans que Poutine avait prévus pour 2026. Nous revenons à la question de savoir comment cela se produit. La propagande russe affirmait que les forces de Poutine dominaient à l'approche de 2026. Par coïncidence, cette propagande s'est intensifiée en décembre, ce qui correspondait justement au moment où Poutine se préparait à défendre sa position lors d'un nouveau cycle de pourparlers de paix. Malgré la propagande, nous constatons l'inverse de ce qu'avait annoncé la Russie. Pourquoi ? L'Ukraine joue évidemment un rôle majeur, et nous allons y revenir. Mais le plus gros problème pour la Russie, c'est que 2026 met à nu l'incompétence stratégique de Poutine. Actuellement, l'offensive russe ralentit nettement sur toute la ligne de front. Ce ralentissement dure depuis longtemps, comme le rapporte l'ISW. Le rythme d'avancée russe sur le champ de bataille ralentit régulièrement depuis novembre 2025 en raison des contre-attaques et frappes ukrainiennes à moyenne portée. Le blocage en février 2026 de l'utilisation par la Russie de terminaux Starlink en Ukraine et le ralentissement de Telegram par le Kremlin ont aggravé les problèmes de l'armée russe, selon l'Institut. Nous avons constaté ce ralentissement en temps réel. En novembre 2025, la Russie avançait lentement, mais elle a tout de même réussi à s'emparer d'environ 575 km², soit environ 222 miles de l'Ukraine. En décembre, on a observé une baisse d'environ 40 ou 50 km², soit environ 15,4 à 19,3 miles². Depuis lors, l'avancée de la Russie est en chute libre en termes de chiffres mensuels, ce qui a conduit à avril 2026 et à sa première perte territoriale nette depuis août 2024. Une grande partie de la raison pour laquelle cela se produit est que la Russie n'a tout simplement pas réussi à s'adapter aux conditions sur le terrain en Ukraine. L'hiver 2025 et le début de 2026 ont été un peu plus froids et nettement plus humides que l'hiver de l'année précédente, comme le souligne l'ISW. Et cela a eu pour conséquence que mars et avril ont été exceptionnellement boueux, car la combinaison des pluies de printemps et du dégel du sol crée un terrain détrempé. La Russie a réagi à cela de la seule manière que Vladimir Poutine connaît, en lançant plus de chair à canon et de métal contre l'Ukraine. Tout se déroule comme prévu. Nous avons vu le sort de la chair à canon, pendant que l'Ukraine inflige des pertes records aux forces russes. Le métal, c'est-à-dire les unités mécanisées de la Russie, est pratiquement inutile. Les chars et véhicules blindés avancent difficilement sur la boue ukrainienne, empêchant la Russie d'appuyer ou de protéger ses soldats lors des assauts. Quand la boue bloque un blindé, on ne dit pas à un soldat russe d'attendre que ça s'arrange. Ils sortent du véhicule et avancent dans la boue, jusqu'à ce qu'un drone ukrainien les repère et les élimine. C'est le même refrain de Poutine que nous avons vu tout au long de la guerre. Les assauts en vagues humaines, appuyés par l'artillerie et les bombes planantes, constitue l'essentiel de l'arsenal russe, mais cette stratégie perd en efficacité avec l'extension des zones meurtrières ukrainiennes, infestées de drones, et la désorganisation des tactiques d'infiltration russes. Le vrai problème pour la Russie est qu'elle ne parvient pas à soutenir le rythme de ce qu'elle essaie de faire en Ukraine, ce qui explique en partie le succès de la dérussification. Les mensonges de ses généraux et la lassitude de la guerre dans son pays entravent les plans de Poutine. Petite parenthèse avant d'entrer dans le sujet. Vous regardez The Military Show, où nous révélons la réalité derrière les gros titres. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance. Les menteurs russes, enfin, ces généraux, essaient de cacher tout ce qui se passe. Ils ont créé une réalité alternative où la Russie est en pleine ascension. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Poutine les croit, probablement. Le président de la Russie est un homme qui punit ceux qui lui disent des choses qu'il ne veut pas entendre. Ce qui a abouti à la création autour de lui d'un groupe de lèche-bots qui lui mentent, juste pour ne pas être le prochain proche à tomber inopinément d'une fenêtre en Russie. Le principal propagandiste russe est Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes. Le 21 avril AA
a rapporté les affirmations de Gorasimov, selon lesquelles la Russie aurait pris le contrôle de 80 localités ukrainiennes et de 1700 km², soit 656 miles², du territoire ukrainien. Mars et avril n'ont pas été des mois sans aucun gain net, puis avec de lourdes pertes nettes, a précisé Gorasimov. Au contraire, la Russie progressait toujours durant cette période. 34 localités ukrainiennes et 700 km², soit 270 miles², auraient été capturées pendant les premiers mois de l'offensive de printemps de la Russie, a affirmé Gorasimov. Le chef de l'état-major général russe mentait. Reste à déterminer s'il faisait cela pour tromper ceux qui sont en dehors de la Russie, ou pour sauver sa propre peau. Poutine sera heureux de se complaire dans la réalité alternative que ses généraux créent, car ce qui se passe réellement est loin de ce qu'il veut entendre. Les pertes territoriales et la dérussification d'une large partie de l'Ukraine sont déjà graves. Mais pensez à ce dont les tactiques dépassées de Poutine ont besoin pour réussir. De la main-d'œuvre. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie de hachoir à viande si vous n'avez pas de chair à y mettre. En plus de tous les problèmes actuels de la Russie, le manque de recrutement de soldats pour soutenir une offensive de printemps déjà en échec est peut-être le pire. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a déjà mis en avant ce qui se passe du côté du recrutement russe, en indiquant que le mois de mars a marqué le 4e mois consécutif où la Russie a perdu plus de soldats qu'elle n'a pu en recruter. Décembre aurait donc marqué le début du déficit, coïncidant avec la chute rapide des gains territoriaux russes, menant à la situation actuelle où l'Ukraine avance et revendique des territoires. Le Kiev Post va un peu plus loin. Il souligne que la Russie prévoit de recruter 409 000 soldats sous contrat d'ici la fin de 2026, mais qu'elle est loin d'atteindre cet objectif. La Russie recrute en moyenne 1120 soldats par jour, ce qui couvre tout juste un taux de perte quotidien qui se situe généralement entre 1000 et 1200. Et comme nous l'avons vu le 29 avril, ce chiffre peut grimper bien plus haut. Au rythme actuel de recrutement, la Russie sera en dessous de son objectif de plusieurs milliers de soldats d'ici la fin de 2026. Par ailleurs, l'Ukraine ne compte pas se reposer sur ses acquis. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, vise 50 000 pertes russes par mois d'ici fin 2021. Si l'Ukraine atteint cet objectif, le recrutement déjà vacillant de la Russie sera aggravé par davantage de pertes sur le champ de bataille. Bientôt, la Russie devra craindre non seulement des pertes territoriales nettes, mais aussi des pertes nettes d'effectifs. Et l'armée russe s'affaiblit aussi d'autres manières. Poutine ne recherche pas le talent pour nommer ses généraux, mais la soumission et une corruption suffisante pour survivre dans la structure déformée de l'armée russe. Cette incompétence, mais pas la corruption, touche aussi les soldats sur le terrain. Ivan, qui était une recrue russe envoyée au front, a décrit le processus de formation des nouveaux soldats russes à United 24 Media en février. Après les examens médicaux, ils m'ont demandé si j'étais prêt à rejoindre la base militaire 2 jours plus tard. L'entraînement a duré 5 jours. Après 5 jours d'attente pour la relève, nous avons rejoint les positions de combat. Examens médicaux, plus 10 jours de préparation. Un soldat russe reçoit cela avant d'être envoyé au front, pour tenter d'obtenir les avancées voulues par Poutine. Alors que Poutine s'enlise dans les mensonges de ses généraux et l'affaiblissement de son armée, la Russie perd du terrain en Ukraine. Ce n'est pas uniquement l'incompétence russe en cause ici. L'Ukraine profite de la situation et adapte ses tactiques pour dérussifier une grande partie de son territoire, allant au-delà de la simple résistance. L'ISW a souligné 3 atouts majeurs de la campagne militaire ukrainienne. Les drones, l'offensive terrestre et l'exploitation des faiblesses des communications russes. Restez avec nous pour découvrir le prochain ajout, mais commençons par les drones. Ils sont la clé de tout pour l'Ukraine. Plus précisément, l'Ukraine a ajouté des drones de moyenne portés à son arsenal au cours des derniers mois, et ils ont un effet dévastateur. Ces drones, qui volent plus loin que les drones FPV sur le front, mais coûtent moins cher et n'ont pas la portée des drones longue portée envoyés en Russie, dévastent l'arrière russe. En volant jusqu'à 200 km, soit 124 miles derrière le front russe, ces drones détruisent la logistique russe et anéantissent les défenses aériennes, ce qui permet d'ouvrir la voie à d'autres attaques, plus en profondeur à l'arrière. Les approvisionnements russes sont retardés ou détruits. Les postes de commandement tombent face à ces drones, et cela fracture davantage une armée déjà dysfonctionnelle. Les frappes contre les défenses aériennes russes dans les territoires occupés facilitent l'utilisation de drones longue portée pour détruire les infrastructures pétrolières et militaires russes, affaiblissant encore les forces de Poutine. Ajoutez les drones FPV et robots terrestres ukrainiens sur le front, et c'est un cocktail mortel. Le Kiev Post rapporte que 96% des pertes russes sont désormais infligées par des drones.
Cela représente des dizaines de milliers de Russes éliminés chaque mois, sans même avoir l'occasion d'affronter un véritable soldat ukrainien. C'est la chair contre la machine, et il n'y aura toujours qu'un seul vainqueur dans ce genre de combat. Les vastes zones létales de l'Ukraine s'étendent plus loin et plus largement que jamais auparavant, et la Russie s'y casse les dents. Ce n'est pas que les soldats ukrainiens restent inactifs. Quand les assauts mécanisés s'enlisent dans la boue, Poutine envoie de petites unités d'infiltration derrière les lignes ukrainiennes. Ces unités sont cruciales pour la propagande russe. Des personnes comme Gerasimov gonflent leurs chiffres en comptant comme capturer les territoires où 1 ou 2 soldats russes se cachent désespérément en attendant des renforts. L'Ukraine a réagi en formant des unités de recherche et d'élimination opérant dans les zones grises pour éliminer les infiltrés russes. Ces unités bénéficient des frappes à moyenne portée ukrainiennes. Si la Russie est touchée à l'arrière, elle ne peut pas envoyer les renforts et fournitures nécessaires pour soutenir ces infiltrés. Les infiltrés sont donc éliminés sans avoir obtenu le soutien prévu. Encore une fois, l'armée russe s'affaiblit. Ensuite, la communication en Russie est devenue un cauchemar depuis que SpaceX a coupé l'accès à Starlink, utilisé par les forces de Poutine via des terminaux illicites. À la suite de cette coupure, le trafic de données Starlink a chuté de 75%, a rapporté Militany le 12 mars. Cela montre surtout la forte dépendance de la Russie à cette technologie. Maintenant, elle a presque disparu. Quelques unités russes arrivent encore à obtenir des terminaux Starlink opérationnels, selon Russian Life. Mais, comme l'armée russe, cet accès est fragmenté et trop limité pour être efficace hors de petites poches sur le front. Ajoutez la campagne de Poutine contre Telegram, et les soldats russes n'ont plus d'options de communication moderne, ni de solution de remplacement. Cela nous amène au 4e avantage de la campagne offensive de l'Ukraine, qui a mené aux résultats observés en avril, la défense active. C'est la nouvelle stratégie ukrainienne pour 2026, et elle consiste à utiliser la précision pour exploiter la faiblesse russe. Les actions de l'Ukraine forcent la Russie à réagir, à déplacer ses réserves et à adapter sa stratégie, mais ces ajustements sont trop lents. Des brèches apparaissent, que l'Ukraine exploite. Elle défend avec acharnement où il le faut et frappe la Russie là où les troupes de Poutine sont les plus vulnérables et les moins préparées. L'Ukraine renforce cette stratégie en adoptant l'approche inverse de celle de la Russie en matière de structure militaire. Tandis que l'armée russe se fragmente et réduit la formation, l'Ukraine prolonge l'entraînement et réorganise ses forces pour maintenir la cohésion des unités. L'Ukraine diminue aussi sa dépendance à l'aide militaire en développant une industrie de défense axée sur la production de l'équipement essentiel à sa stratégie. Nous ne voyons pas de vaste contre-offensive ukrainienne à grande échelle. La défense active ne consiste pas en cela. Sur le champ de bataille, on observe des frappes ciblées. Drones de moyenne portés à l'arrière russe, drones longues portés en Russie, ou troupes au sol éliminant des positions russes, produisant un effet cumulatif. L'armée russe est constamment perturbée et désorganisée. L'Ukraine cible habilement les points de pression, ce qui s'accentuera avec la cohésion croissante de ses unités sur le terrain. Les premiers résultats sont là. La Russie subit des pertes records et connaît sa première perte nette de territoire depuis près de 2 ans. Vladimir Poutine ne le sait pas encore, mais la Russie est en train de perdre la guerre. La situation a changé, car l'homme qui ne sait faire que compter sur des tactiques, qui ne fonctionnent clairement plus, n'a aucune réponse face à l'Ukraine. Il y aura plus de drones, plus de morts, plus de pertes. Même les mois plus chauds de fin de printemps et d'été ne sauveront pas la Russie, car la dérussification de l'Ukraine est en cours. L'armée russe est méthodiquement démantelée, et l'offensive du printemps s'est effondrée très rapidement. La situation se détériore pour Poutine. Si la libération du territoire continental était la priorité de l'Ukraine, elle n'a pas oublié la Crimée. Occupée illégalement depuis 2014, la péninsule subit sa propre dérussification à long terme. L'Ukraine isole la Crimée en attaquant lignes d'approvisionnement, navires, matériel militaire et centres logistiques, préparant la destruction du principal atout permettant à Poutine de contrôler la péninsule. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur la situation actuelle en Crimée. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture des derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés. La vidéo que vous venez de regarder a été localisée, distribuée et monétisée par Linguana, grâce à un doublage IA avancé qui préserve la personnalité authentique, l'émotion et l'énergie de chaque créateur. Linguana traduit des contenus qui ont fait leur preuve dans plus de 40 langues et les diffuse sur de multiples plateformes afin d'accroître la portée mondiale et les revenus des créateurs.
sa particularité réside dans son ampleur. Linguana collabore avec plus de 1000 créateurs de premier plan et distribue des vidéos localisées sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion et bien d'autres plateformes. Le contenu éprouvé des créateurs touche de nouveaux publics, générant d'importants revenus supplémentaires pour eux et les plateformes. Pour les créateurs, Linguana s'occupe de tout de A à Z, sans aucun coût ni aucun effort. Rien ne change dans votre façon de créer. Vous atteignez et monétisez plus de personnes dans davantage de pays, plateformes, services de streaming et chaînes fast. Linguana fonctionne selon un modèle de partage des revenus, liant son succès à la valeur générée pour vous. Pour les marques, Linguana permet de toucher des audiences très ciblées à grande échelle, grâce à des insertions publicitaires vidéo alimentées par l'IA et à des placements de produits virtuels intégrés de manière transparente dans des contenus multilingues avec la voix même du créateur sur toutes les grandes plateformes. L'équipe mondiale de Linguana est répartie entre Los Angeles, New York, Tokyo, Dublin, Amsterdam, Tel Aviv et Sofia. Si vous êtes un créateur ou une marque souhaitant vous développer à l'international, rendez-vous sur linguana.com. C'est linguana.com.